Elle est celle qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale, qui a permis aux forces alliées de reprendre le contrôle de la France et de faire plier l'armée du Troisième Reich. La bataille de Normandie est considérée comme l'une des plus importantes de toute l'histoire. « 3 millions de soldats, des centaines de milliers de navires, d'avions et de blindés, et une logistique d'une complexité jamais atteinte pour une opération militaire. » Le but de l'opération Overlord, c'était de prendre pied en Normandie, de faire venir tous les renforts humains, logistiques, et ensuite de basculer vers l'Allemagne et d'aller au cœur du Reich. « 75 ans après la fin de la guerre, les détails de cette bataille sans précédent font encore l'objet de recherches et d'analyses par les historiens. Très peu de gens savent ce qui s'est passé en juin, juillet et août, et comment la bataille de Normandie s'est vraiment terminée. Grâce à des archives inédites compilées pendant 20 années de recherche, à des témoignages d'experts américains, britanniques, canadiens et français, et à des images de synthèse, vous allez revivre au plus près des soldats les 85 jours de la bataille de Normandie. La libération est venue en Normandie, mais la guerre est venue avec. 3 mois de combats féroces. Si on peut anéantir l'armée allemande en Normandie, alors le reste de la France sera sauvé. Au cours desquels les Alliés et les Allemands vont se livrer une lutte sans merci. C'est un champ de bataille où ils vivent et meurent, où ils se battent et où ils tuent. Ils ne larguaient pas leurs bombes sur les Allemands, mais directement sur la ville. Pour le simple soldat, la situation semblait désespérée. Les combats étaient vraiment très violents. C'était vraiment une sale guerre. Tout le monde a dû en payer le prix. « 6 juin 1944, au petit matin. Des milliers de bateaux partis d'Angleterre font route vers les côtes françaises de la Normandie. Préparée pendant 2 ans par les Alliés, l'opération vise à reprendre la France aux Allemands. Elle a été baptisée Overlord. À la radio, le général américain Dwight Eisenhower envoie un dernier message à ses troupes. Soldats, marins et aviateurs de la force expéditionnaire alliée, vous êtes sur le point de vous lancer dans la grande croisade, fruit de tous nos efforts. Le monde vous regarde. Les espoirs des peuples libres vous accompagnent. C'est très rare dans l'histoire de voir des événements au cours desquels les plus grandes puissances mondiales mobilisent à ce point l'intégralité de leurs forces militaires. Et c'est ce qui s'est passé au cours de l'invasion de la Normandie. Face aux soldats alliés, se dresse un territoire entièrement occupé par les Allemands depuis 4 ans. Caen, Cherbourg, Saint-Lô, tous les grands centres urbains de la Normandie sont sous le commandement des forces du Reich. La zone du débarquement choisie par le commandement allié est longue de 80 km. Elle a été divisée en 5 secteurs. Côté ouest, les plages de Utah et Omaha seront prises par les Américains. Côté est, les plages de Gold, Juneau et Sword par les Anglais et les Canadiens. 5 plages protégées par les installations du célèbre mur de l'Atlantique dressé par Hitler pour repousser toute tentative d'invasion alliée en Europe. Les Allemands avaient eu 4 ans pour fortifier cette zone le long de la côte. Des milliers de troupes étaient prêtes à contre-attaquer. Il y avait des centaines de bunkers, des mitrailleuses. Tout ça, les Alliés allaient devoir l'affronter. C'est une zone côtière interdite, donc on a toute une bordure de plage qui fait 3-4 km en profondeur pour laquelle sont installés les Allemands. Et donc on a ce dispositif qui rentre très à l'intérieur des terres avec des garnisons allemandes qui stationnent dans les villages. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des batteries d'artillerie sur la côte, mais c'est à l'intérieur des terres, à 10-15 km à l'intérieur des terres. Mais en ce jour du 6 juin,
Les Allemands ne s'attendent pas à être attaqués à cet endroit. Hitler se dit prêt depuis longtemps à affronter un débarquement allié. Mais il est convaincu que celui-ci se fera dans le Pas-de-Calais, à 300 km plus au nord. Les Alliés comptent sur l'effet de surprise pour remporter la bataille. Le général Eisenhower et ses commandants espéraient que les forces alliées pourraient débarquer, pénétrer à l'intérieur des terres et reprendre la Normandie en 90 jours. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient de très grandes chances d'échouer. Au total, 132 000 soldats britanniques, américains et canadiens sont envoyés au front. Parmi eux, 177 Français du commando Kiefer sont engagés sous commandement anglais. Aux alentours de 6h30 du matin, les premières vagues de soldats alliés mettent le pied sur le sol français. Alors que dans certains secteurs, les troupes parviennent à pénétrer rapidement à l'intérieur des terres, d'autres se retrouvent face à une résistance allemande destructrice. Les Allemands défendaient les plages depuis leurs bunkers avec des mitrailleuses, les fameuses MG-42 allemandes, mais aussi des canons anti-chars de 88 mm. Les premiers soldats à débarquer se sont tous fait faucher. Ça a été un massacre dès que les Allemands ont ouvert le feu. La plage est devenue un vrai terrain de mise à mort. Mais pour le commandement allié, malgré les nouvelles qui arrivent du front, il n'est plus possible de faire marche arrière. Des vagues de soldats et de blindés continuent à débarquer les unes après les autres pour mettre la pression sur l'ennemi. Dans le cas d'invasion maritime comme l'opération Overlord, le plus important, c'est de déferler sur la terre le plus rapidement possible pour faire reculer l'ennemi et l'empêcher de tirer en direction des plages. Après une seule journée, des milliers de soldats alliés sont déjà tombés au combat. Mais l'envergure du débarquement a été fatale aux Allemands. La première phase de l'opération Overlord est terminée. Éparpillés sur toute la zone du débarquement, les Alliés doivent à présent effectuer la jonction entre les différentes unités présentes sur place. Il faut absolument faire la jonction entre ces 5 plages le plus vite possible. Donc les Américains d'Omaha Beach essayent de se déplacer vers l'est pour rejoindre les Anglais qui, eux, viennent de Gold. Si la jonction n'est pas faite, les Allemands pourraient s'engouffrer entre les deux et attaquer sur les côtés. Eisenhower et ses généraux devaient absolument créer une tête de pont, une zone dans laquelle ils pourraient se protéger de la contre-attaque allemande. Ils savaient qu'elle allait venir, et ils s'y étaient préparés. La veille du débarquement, plus de 12 000 parachutistes ont embarqué depuis l'Angleterre à bord de 432 avions. Dans la nuit du 5 au 6 juin, ces milliers d'hommes, canadiens, britanniques ou américains, ont été largués tout près de la zone du débarquement. À leur côté, des centaines de planeurs ont eux aussi franchi la Manche dans le plus grand secret et atterri sur le sol français. Une opération conjointe qui a déjà permis, avant l'arrivée des troupes venues de la mer, de créer la confusion au sein des forces ennemies et de reprendre certains points stratégiques. Au petit matin du 6 juin, la phase suivante pouvait alors démarrer. Alors que les premiers soldats débarquent sur les plages, les Alliés lancent une vaste opération aérienne. Objectif : empêcher l'arrivée des renforts allemands vers la zone du débarquement. Le plan pour boucler la Normandie avait été baptisé le plan transport. Il consistait à bombarder tous les ponts de la Seine à l'est, ceux de la Loire au sud, afin de rendre la Normandie totalement inaccessible.
Mais ça voulait aussi dire détruire les villages et les villes, à des endroits bien précis, pour empêcher les Allemands de pouvoir envoyer des renforts ou approvisionner leurs troupes. Les Américains avaient une expression pour décrire cette méthode. C'était mettre la ville dans la rue. Littéralement bloquer les routes pour empêcher toute circulation. Avant même le début des combats à l'intérieur des terres, la Normandie est déjà partiellement détruite. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de télécommunications. Mais après la prise des 5 plages du débarquement, les Alliés doivent à présent avancer, coûte que coûte, et surtout arriver à faire reculer les Allemands pour reprendre peu à peu le territoire. Après avoir tout détruit, il faut donc reconstruire, et vite. Pour ça, le commandement allié a tout prévu. Les ingénieurs ont mis au point des solutions pour réinstaller des infrastructures de fortune. L'exemple le plus spectaculaire est le pont de type Bailey, une structure que les troupes du génie peuvent assembler en un temps record. Imaginez ce que ça demande de construire un pont moderne, capable de supporter des véhicules, des camions. C'est vraiment un immense exploit d'ingénierie, surtout dans les années 40. Ça peut prendre des mois ou des années pour concevoir et construire un pont comme ça. Eh bien, le pont Bailey peut être assemblé en à peine 24 ou 72 heures. Imaginez à quel point ça accélère la progression des opérations. Au sol, les forces terrestres pourront ainsi avancer à vive allure grâce au pont Bailey. Mais pour gagner la bataille, il faudra également à tout prix rester les maîtres des airs. Vous avez besoin d'avions de chasse et de bombardiers, stationnés près du champ de bataille, et avec lesquels vous pouvez coordonner vos actions pour effectuer des frappes aériennes et soutenir les troupes au sol. Juste après l'arrivée des premières troupes du 6 juin, du matériel et des experts sont envoyés sur place. Leur mission ? Construire dans différents endroits stratégiques de Normandie des aérodromes pour les avions alliés. Ce sont des soldats spécialisés qui avaient pour mission de débarquer, se rendre là où il fallait un aérodrome et le construire de A à Z. Ils savaient comment monter des bâtiments préfabriqués, orienter les hangars et la piste de décollage, construire la tour de contrôle. C'étaient vraiment des experts. Sur le flanc est de la tête de pont, quelques heures après le début du débarquement, le premier objectif des forces anglaises et canadiennes, commandé par le général Montgomery, est de s'emparer de la ville de Caen. Située à une vingtaine de kilomètres à peine des plages de Sword et Juno, la ville est un lieu stratégique pour les Allemands qui occupent la zone depuis 4 ans. En France, les troupes du Reich sont commandées par le général Rommel, célèbre pour ses faits d'armes en Afrique, surnommé le renard du désert. Dès les premières heures du débarquement, Rommel sait qu'il doit bloquer à tout prix la progression des Alliés vers la ville de Caen. Les Allemands étaient obligés de concentrer leur panzer à l'est, car si les Anglais réussissaient à percer, les troupes allemandes à l'ouest seraient isolées. Montgomery aurait dû se rendre compte que son plan pour conquérir Caen dès les premiers jours ne pouvait pas fonctionner. Dès le 6 juin, des réunions se tiennent dans le poste de commandement de la 716e division allemande qui est à Caen. Et Rommel donne l'ordre à ses généraux de contre-attaquer. Il faut absolument rejeter le 7 juin les Alliés à la mer. Rommel mobilise donc ses divisions blindées les plus puissantes face aux forces anglo-canadiennes qui avancent vers Caen.
la 12e division SS et la 21e Panzer Division se préparent à contrer l'offensive alliée du général Montgomery. Montgomery persistait à dire qu'il fallait prendre Caen le premier jour. Je pense que c'était totalement irréalisable. Dès le lendemain du débarquement, les Alliés avancent vers leur premier objectif, le terrain d'aviation de Carpiquet, qui serait une prise stratégique pour lancer les raids de l'aviation alliée. Les Canadiens se sont retrouvés au milieu d'un paysage idyllique, mais ils savaient qu'un orage se préparait. Et il est tombé sur eux l'après-midi du 7 juin. La 12e Panzer Division SS a attaqué. La 12e SS était composée de jeunes gens de 16 à 18 ans, issus des jeunesses hitlériennes, éduqués sous l'idéologie nazie, des fanatiques qui ont attaqué sans peur. Les Canadiens se sont lancés dans une bataille terrible et ont été petit à petit repoussés. Ça a été un vrai chaos, une confusion totale. Les soldats se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et ont dû se battre désespérément pour survivre. Alors que les combats ne font que commencer, les troupes anglaises et canadiennes se rendent vite à l'évidence. Face aux blindés allemands Mark IV, Mark V et Tigre, les chars Sherman qui équipent les Alliés semblent ne pas faire le poids. Les Allemands avaient l'avantage d'être présents sur place. Ils pouvaient produire un tank en Allemagne et l'envoyer en France par voie ferrée sans problème. Ils s'étaient donc concentrés sur la précision et l'excellence technique de leurs véhicules blindés. Les chars Sherman américains, eux, devaient être expédiés sur le champ de bataille. Il fallait donc produire un char assez léger et assez petit pour l'embarquer sur un bateau. C'est plutôt un bon char, mais il ne valait mieux pas qu'il se retrouve en combat frontal face à un char allemand. 33 tonnes pour le Sherman, plus de 43 pour les chars allemands. Plus robustes, leur blindage est très largement supérieur à celui des Américains. Surtout, la puissance de leurs canons est dévastatrice. La puissance du canon de ces chars était telle que si un obus touchait votre véhicule, il allait probablement pénétrer son blindage, notamment s'il frappait sur le côté, et au mieux l'obus traversait le véhicule, au pire, il explosait à l'intérieur. Malgré les premiers revers subis par ses troupes, Montgomery, qui commande les forces anglo-canadiennes, insiste. Jour après jour, le général anglais continue d'envoyer ses blindés au combat pour essayer de percer les défenses allemandes autour de Caen. Les Anglais et les Canadiens essayaient de lancer des assauts avec leurs blindés autour de Caen. Ils tentaient d'écraser les Allemands. Ils avaient plus de tanks, plus de soldats, et ils pouvaient s'appuyer sur leur supériorité aérienne. Mais les Allemands, eux, étaient sur la défensive. Et la Normandie a montré qu'elle était idéale pour se battre en restant en défense, en étant enterrée, équipée d'armes anti-chars, de mortiers et de mines. Il suffisait d'un seul obus de 88 mm pour mettre en pièces 15 chars Sherman et stopper l'avancée des troupes. Les premiers jours de combat au nord de Caen sont dévastateurs. Les défenses allemandes parfaitement organisées repoussent invariablement toutes les tentatives d'avancée des Alliés. Alors que les Anglais et les Canadiens sont mis en échec sur le flanc est, de l'autre côté du dispositif, les Américains commencent à avancer. Les troupes sont placées sous le commandement du général Bradley. Leur premier objectif se trouve à peine 17 km des côtes,
la petite commune de Carentan et son réseau de routes et de voies ferrées. Carentan doit permettre de faire la jonction entre les plages d'Utah et d'Omaha pour unifier la première armée américaine de Bradley. Et de là, les Américains veulent ensuite aller vers l'ouest pour fermer la péninsule du Cotentin et s'emparer de Cherbourg, le port le plus important de Normandie. Mais ils veulent aussi se diriger vers le sud, en direction de Saint-Lô. C'est pour ça que Carentan est vraiment une cible stratégique. Donc la plupart des premiers combats ont lieu à Carentan et dans les petits villages aux alentours. L'attaque sur Carentan est menée par les troupes de la 101e Airborne américaine qui encerclent la ville dès le 9 juin 1944. Les combats d'une grande férocité dureront 4 jours et 4 nuits. Le 12 juin, Carentan tombe aux mains des Américains. Les pertes des deux côtés sont considérables. Mais pour les Alliés, l'objectif est atteint. 6 jours après le débarquement, la jonction entre toutes les forces de la coalition est enfin réalisée. Les troupes occupent une tête de pont de 80 km de long, qui atteint 10 à 30 km de profondeur selon les endroits. Alors que côté ouest, les Américains progressent vers Cherbourg et vers Saint-Lô. Côté est, les Anglais et les Canadiens se heurtent toujours aux Allemands, qui tiennent leur position autour de la ville de Caen. Ces échecs répétés placent Montgomery, le commandant anglais, dans une position difficile par rapport au commandement américain. Il cherche désespérément à obtenir une première victoire probante sur le champ de bataille. Le 12 juin, il tente une manœuvre d'encerclement en contournant Caen par l'ouest pour piéger les divisions allemandes. La 7e division blindée britannique est envoyée vers la petite ville de Villers-Bocage. Mais les Allemands avaient anticipé le mouvement. Les Anglais sont pris en embuscade par un bataillon de chars Tigre, commandé par l'officier SS Michael Wittmann, une légende dans l'armée allemande, le chef de char le plus redoutable de toute la Seconde Guerre mondiale. Un à un, les blindés britanniques sont détruits. L'échec à Villers-Bocage de la 7e division blindée et du 30e corps d'armée britannique a eu des répercussions sur le moral des troupes. Ils se sont rendus compte que les choses allaient être beaucoup plus compliquées que ce qu'ils pensaient quand ils ont été envoyés au combat. Entre le 7 et le 15 juin, toutes les tentatives alliées dans la région de Caen sont contrées par les Allemands. Après 10 jours de combat, les pertes côté anglais et canadien sont déjà considérables. Le plan soigneusement conçu par les Alliés depuis 2 ans ne se déroule pas comme prévu. Pire, une terrible tempête, inhabituelle pour la saison, s'abat sur la Normandie pendant 3 jours. Les 2 ports artificiels qui avaient été installés devant les plages pour faciliter le déchargement des troupes et du matériel sont durement touchés. Celui d'Omaha Beach est totalement détruit. L'approvisionnement des soldats est considérablement ralenti. Dans ces conditions, la prise du port de Cherbourg devient une priorité absolue pour les Alliés. Après leur victoire à Carentan, les Américains ont mis 10 jours pour franchir les 50 km qui les séparaient de Cherbourg. Les 4e, 9e et 79e divisions américaines atteignent enfin la ville le 21 juin. L'assaut est lancé dès le lendemain. Les 3 divisions américaines avancent vers Cherbourg pour s'emparer de la ville le plus vite possible. La ville est défendue par le général von Schlieben et ses 30 000 hommes. Les unités de combat sont fatiguées et désorganisées.
Elle manque de vivres, de carburant et de munitions. Surtout, elles subissent dès le premier jour de l'assaut les bombardements massifs des Alliés. Ils sont condamnés. Entre la marine alliée qui les pilonne depuis la mer et les Américains qui arrivent depuis la terre, ils sont pris dans un étau. Mais Hitler avait donné l'ordre concernant Cherbourg de créer des défenses fortifiées qui étaient censées tenir jusqu'au bout. Il avait bien compris que plus longtemps il empêcherait les Alliés d'accéder à ce port, plus il ralentirait leur progression à travers l'Europe. Et tout ça va se transformer en une véritable guérilla urbaine. Dans la ville, les combats font rage. Il faudra plusieurs jours pour que les soldats américains délogent toutes les poches de résistance. Le 26 juin, les troupes de la 79e division américaine, commandées par le général Collins, s'emparent du fort du Roule qui surplombe la ville de Cherbourg. Les Allemands n'ont plus aucun moyen de coordonner leur défense. Le général von Schlieben et le contre-amiral Hennecke signent la reddition au château de Servigny. Les troupes qui défendent le port et l'arsenal se rendront quelques jours plus tard. Des milliers de soldats sont faits prisonniers. Après 4 longues années d'occupation, Cherbourg et ses habitants peuvent enfin retrouver le goût de la liberté. Cherbourg est alors la plus grande ville à être libérée. Des milliers de soldats allemands se sont rendus, et maintenant la ville est aux mains des Alliés. Dans la vie d'un soldat, ce n'est pas un jour comme les autres. Pour ceux qui étaient à Cherbourg ce jour-là, c'était vraiment quelque chose. Alors que fin juin, Cherbourg tombe aux mains des Américains, au même moment, les armées du Reich sont aux prises avec les Russes dans des combats terribles à l'est de l'Europe. La situation militaire du Troisième Reich se détériore. Mais Adolf Hitler s'obstine. Non seulement il pense pouvoir gagner la guerre, mais il ordonne à ses troupes stationnées dans le Pas-de-Calais de rester sur place. Le chancelier est encore convaincu que le débarquement de Normandie n'était qu'une diversion. Pourtant, sur le front normand, les Alliés lancent toutes leurs forces dans la bataille. 3 semaines après le débarquement du 6 juin, le bilan est déjà très lourd. On compte des milliers de morts et de blessés. Sur le terrain, les équipes médicales tentent d'intervenir au plus vite auprès des victimes. Acheminement des poches de sang, hôpitaux de campagne, une organisation complexe est mise en place pour suivre l'avancée des troupes. Dernier rempart contre la barbarie de la guerre, médecins et infirmières font partie de ces héros souvent oubliés, prêts à donner leur vie pour sauver celle des autres. Qu'ils soient américains, anglais, canadiens ou même allemands. Mais malgré les pertes, il faut continuer à avancer encore et toujours. Côté américain, après la prise de Cherbourg, il faut à présent redescendre vers le sud. La prochaine cible du commandement allié se trouve à moins de 90 km, la ville de Saint-Lô, préfecture de la Manche. Mais les soldats américains font face à un environnement hostile. Sans doute l'un des plus dangereux de la région pour l'infanterie et les blindés,
Le bocage normand. Devant eux, des champs cultivés, séparés par des fossés et des talus, surmontés de haies de plusieurs mètres de hauteur. C'est un labyrinthe avec des haies de 2 à 4 mètres de hauteur. Partout sur le sol normand argileux, il y a des clôtures difficiles à franchir pour les soldats. Le bocage devient une véritable zone de mise à mort. Les Allemands ont eu 4 ans pour préparer leur défense. Des mitrailleuses lourdes ont été positionnées dans les angles de chaque champ. Des mortiers ont été réglés au préalable pour cibler toutes les zones que les Alliés allaient devoir traverser. Et des mines ont été dissimulées sur leur passage. Avec une visibilité d'à peine quelques mètres, les Américains progressent quasiment à l'aveugle. Vous ne pouviez pas savoir à quel moment vous alliez être pris pour cible par un soldat allemand équipé d'un lance-roquettes ou par un canon de 88 situé à plus d'1 kilomètre de distance. Face aux forces allemandes, il faut parfois plusieurs dizaines de morts côté allié pour ne reprendre qu'un seul pré. Qu'une seule haie. Les Américains se retrouvent au milieu d'un véritable bain de sang. Jour après jour, haie après haie, village après village. Partout où ils attaquent, ils subissent des pertes. Pour le simple soldat sur le terrain, la situation semble désespérée. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il n'a que très peu de chances de s'en sortir. Alors que les Américains tentent de s'extirper du bocage normand, les Anglais et les Canadiens, eux, tentent toujours de faire sauter le verrou autour de Caen. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives du général Montgomery pour reprendre la ville ont échoué. À ce stade, le commandant en chef des forces anglo-canadiennes a perdu tout crédit aux yeux des Américains qui le pressent d'obtenir enfin des résultats. Le général anglais décide donc d'effectuer une nouvelle offensive pour déloger les Allemands de la ville. Il lance l'opération Charnwood. Le 7 juillet, 467 avions alliés larguent plus de 2500 tonnes de bombes, avec pour cible principale les faubourgs de Caen occupés par l'ennemi. Le but était d'éliminer le maximum des troupes allemandes autour de Caen. Elles étaient composées de membres des jeunesses hitlériennes et d'une division de la Luftwaffe stationnée sur la partie nord de la ville. Le problème, c'est qu'ils avaient tellement peur de toucher leurs propres troupes qu'ils larguaient leurs bombes quelques secondes trop tard et qu'ils ne bombardaient pas les Allemands, mais la ville elle-même, et donc ses habitants. Après avoir déjà été massivement bombardée le 6 juin, la ville de Caen est détruite. Le 9 juillet, les soldats anglais et canadiens entrent enfin au nord de la ville. Même s'ils doivent encore affronter quelques poches de résistance, la grande majorité des troupes allemandes semble avoir déjà déserté les lieux. Caen ressemble à une ville fantôme. La ville s'était déjà considérablement vidée de ses habitants après les premiers bombardements du 6 juin. Ceux qui avaient choisi de rester ont subi de plein fouet les bombes de leurs libérateurs.
En avançant dans les ruines, les Canadiens et les Anglais ont commencé à rencontrer des civils français qui avaient survécu, mais dont toute la famille était morte. Ils entendaient les cris des civils qui étaient encore piégés sous les décombres. C'était un vrai cauchemar, une scène de dévastation. La plupart des immeubles avaient été réduits en miettes, il y avait de la poussière partout. On ne pouvait même pas s'orienter dans la ville. Il ne restait évidemment plus aucun panneau de signalisation. C'était même difficile de savoir où se trouvaient les rues, tellement tout avait été détruit. Dans ces conditions, difficile pour les habitants de voir dans l'arrivée de ces soldats alliés la libération tant attendue de leur ville, occupée depuis 4 ans. On est quand même encore dans la douleur, dans la souffrance, une ville bombardée, chaque famille a perdu un être cher. Donc c'est une joie retenue, un sentiment d'être libéré malgré tout, mais effectivement, toute une vie à reconstruire. Je pense que certains de ces civils français comprenaient que c'était le prix à payer pour la victoire. Mais en même temps, ils voyaient leurs amis, leurs familles se faire tuer pour cette libération. Mais pour le commandement allié, l'anéantissement de camps et les milliers de civils tués sous les bombes américaines et anglaises était un mal nécessaire. Le prix à payer pour gagner la bataille. C'est difficile de savoir si la fin justifie les moyens en temps de guerre. La morale voudrait que toute mort de civil soit par définition un crime de guerre, mais dans les faits, c'est impossible à éviter. Il fallait battre les Allemands. Dans un sens, la Normandie allait être sacrifiée pour la France. Car si les Alliés pouvaient anéantir les Allemands en Normandie, alors le reste de la France serait sauvé. Alors que l'opération militaire en Normandie engrange de précieux succès, le général de Gaulle se rend aux États-Unis puis au Canada. Son objectif ? Négocier avec ses alliés les futures conditions d'administration de la France une fois que la libération sera acquise. Mais sur le terrain, la bataille est encore très loin d'être gagnée. Alors que les troupes anglaises et canadiennes libèrent progressivement la ville de Caen, les Américains, eux, sont toujours aux prises avec une très forte résistance allemande sur leur route vers Saint-Lô. Cela fait maintenant près de 10 jours que les Américains sont bloqués dans le bocage. La pluie incessante et la boue rendent leur progression encore plus lente. Pour sortir de ce labyrinthe mortel, les Alliés doivent changer de stratégie. Il faut créer de nouveaux passages à travers les haies car les Allemands tiennent les entrées de chaque champ et tuent tous ceux qui y pénètrent. Pour ça, ils vont avoir l'idée de souder les restes des défenses allemandes qui étaient sur les plages du débarquement sur le devant de leurs chars. Et ils vont utiliser leurs blindés pour enfoncer les haies. La conception de ce nouvel engin, baptisé char Rhino, va permettre aux Alliés de prendre les Allemands par surprise. Mais pour chaque haie franchie, ils restent à la merci de soldats ennemis qui peuvent surgir à tout moment. Les Allemands se cachaient dans les tranchées, derrière les haies, avec des armes anti-chars. Une sorte de lance-roquette à un coup qui pouvait faire exploser un tank.
Donc les fantassins devaient avancer tout près des blindés pour, comme on dit, nettoyer ces tranchées, c'est-à-dire tuer les Allemands qui s'y trouvaient. C'était le plus souvent des combats au corps à corps. Et après ça, les blindés pulvérisaient la zone avec du phosphore. Une arme terrible. Un produit chimique qui brûle tout de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'oxygène. Ça a vraiment été une sale bataille. Les Allemands eux-mêmes l'ont décrite comme une sale guerre de maquis. Le général Collins, qui avait combattu aux Philippines, a même dit que c'était pire que dans la jungle. Symbole de cette bataille d'une violence inouïe, la petite ville de la Haie-du-Puy sera l'une des plus durement touchées. Elle sera finalement libérée le 9 juillet. Dans le secteur attenant à la ville, les combats auront coûté la vie à 10 000 soldats américains et fait avancer le front d'à peine 12 km. Après la Haie-du-Puy, les Américains reprennent la petite commune de Saint-Denis, puis continuent leur progression vers Saint-Lô, située à peine une trentaine de kilomètres. Il leur faudra 8 jours pour les parcourir. Le 18 juillet, après 3 semaines de combats acharnés dans le bocage normand, les soldats alliés entrent enfin dans la ville de Saint-Lô. Mais en réalité, de ville, il ne reste plus grand-chose. La ville a été entièrement bombardée à partir du 6 juin, du 7 juin. Pendant tout le mois de juin, elle va se bombarder systématiquement. Elle a perdu quasiment tous ses habitants. Donc on a une ville en ruine, une ville complètement abandonnée à elle-même. Dans les ruines, les soldats doivent progresser à vitesse extrêmement réduite, car la ville a été entièrement minée par les Allemands. Quelques habitants commencent à sortir de leurs abris pour venir voir l'état de leur logement ou explorer les décombres à la recherche d'objets qui auraient survécu au déferlement de bombes. Après Cherbourg, la prise de Saint-Lô est une deuxième grande victoire pour le commandement allié. Mais l'état de la ville, qui sera surnommée la capitale des ruines, prouve avant tout que le prix à payer pour la libération de la Normandie sera très lourd. Mi-juillet, après 1 mois et demi de combat, le moral des troupes est au plus bas. Chaque mètre gagné sur les Allemands se fait au prix de combats intenses et sans pitié. Mais après avoir repris une grande partie du nord de la Normandie, il faut continuer à grignoter du terrain sur l'ennemi en direction du sud. Tout était très lent. Et alors que les soldats progressaient à allure très réduite, ils devaient faire face au stress et à la fatigue liée à ces combats terribles. Il y avait des tirs d'artillerie et de mortiers quotidiens. Des soldats mouraient à chaque instant. Il y avait en permanence la peur de marcher sans savoir quand le prochain obus allemand allait tomber, et s'il allait vous toucher ou pas. Il y avait cette impression d'être coupé du monde. Vous étiez livré à vous-même, en première ligne. Vous ne saviez même pas ce qui se passait ailleurs. C'est un tout petit champ de bataille. Un champ de bataille où ils vivent et meurent, où ils se battent et où ils tuent. En ce mois de juillet, des dizaines de milliers d'Américains, d'Anglais et de Canadiens sont déjà tombés au combat. Les survivants qui se battent encore sur le terrain n'ont plus d'illusions sur ce qui les attend.
Vient un jour où vous ne connaissez plus grand monde dans votre unité, et vous êtes un rescapé qui défie les lois de la probabilité. Et puis d'autres camarades tombent encore. Et là vous vous dites, si ça continue comme ça, ce sera bientôt mon tour. Entre les combats, la vie est monotone. Il faut constamment vérifier et nettoyer son arme pour éviter qu'elle ne s'enraye. Les repas sont le plus souvent froids. Sur le terrain, les conditions d'hygiène sont mauvaises et les hommes peuvent rester plusieurs jours dans leur trou en attendant les ordres. Très vite, ils ont tous été couverts de poux. L'eau manquait. Ils souffraient de divers maux d'estomac. En fait, ils avaient tous la diarrhée. Et tout ça dans un environnement de mort et de destruction. Vous êtes dehors tous les jours, sous la pluie, en proie aux changements de température constants. Le midi, il peut faire 21 degrés, et puis tout d'un coup, la température descend à 7 degrés pendant la nuit. Il fait humide, il y a de la boue, et vous devez faire avec ça tous les jours. Souvent, il ne se passe rien. Vous êtes dans votre trou, vous jouez aux cartes ou aux dés, vous écrivez des lettres. Les soldats ne vivaient que pour une lettre de leur petit ami, de leur femme, de leurs parents. Rien qu'une lettre. Pour les soldats, les rencontres avec la population font partie des rares moments de répit. Comme si l'accueil chaleureux des habitants leur rappelait pourquoi ils sont venus ici risquer leur vie. Un peu d'alcool, des cigarettes, des cadeaux simples qui redonnent un peu de morale aux hommes avant la prochaine avancée. Le prochain tir de mortier, les prochains morts. Les survivants devaient continuer à avancer, mais beaucoup ont fini par craquer nerveusement. Au fil du temps, ils ont réalisé que la seule façon de s'en sortir, c'était d'être tués ou blessés, et ce malgré les renforts qui arrivaient. Le jeune soldat, piégé en Normandie au milieu des combats, tout ce qu'il peut espérer, c'est de survivre un jour de plus. Leur monde est devenu minuscule. Le stress est devenu un vrai problème durant la bataille de Normandie. Et en juillet et août, la pression ne s'est pas relâchée. Entre 20 et 30% des soldats blessés étaient en réalité victimes du stress des combats. Ça faisait des semaines qu'ils dormaient mal, qu'ils mangeaient mal. C'était trop. La tension, la fatigue a fini par les briser. Pour compenser les pertes, des renforts continuent de débarquer sur les plages de Normandie, jour après jour, et sont immédiatement envoyés sur le front. Après plus d'un mois et demi de combats acharnés, les principales villes de Normandie ont été reprises. Mais une grande partie de la région est encore aux mains de l'ennemi. Maintenant que les Anglais avaient Caen et les Américains Saint-Lô et Cherbourg, il fallait quitter la Normandie.
Les Américains voulaient partir vers l'ouest pour aller en direction de la Bretagne. Ils pensaient que les ports bretons pourraient leur être utiles pour leur logistique. Les autres se dirigeaient vers le sud et vers l'est, en direction de Paris, qui était un objectif évident, et bien sûr vers la frontière allemande. Mais pour arriver jusque-là, il allait encore falloir livrer des combats très difficiles. Pour perforer les défenses allemandes et faire accélérer le mouvement de ses troupes, le commandement allié décide de frapper un grand coup. Il lance l'opération Cobra. Le principe de l'opération Cobra était d'utiliser les bombardiers qui avaient servi à bombarder les villes allemandes. L'idée était de bombarder les lignes ennemies cachées dans le bocage pour effectuer une percée et pouvoir faire passer les troupes alliées et les blindés par là rapidement. Ça faisait sens sur le papier, mais dans les faits, ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que les bombardiers ne sont pas si précis. Vous leur demandez d'atteindre une cible située à moins de 1000 ou 2000 mètres de leurs propres troupes au sol, alors qu'ils s'estiment chanceux quand ils larguent une bombe à moins de 5 km près. Pendant 2 jours, des milliers de bombes s'abattent sur une zone de quelques kilomètres carrés à l'ouest de Saint-Lô. En à peine 2 jours, les 24 et 25 juillet 1944, les bombardiers arrivent d'Angleterre et larguent des bombes juste devant les divisions américaines. Ils visent mal et tuent plusieurs centaines d'Américains. Il s'agit du pire incident de tir fratricide de toute l'histoire des États-Unis. Mais ça cause aussi des dommages terribles aux divisions blindées allemandes qui étaient de l'autre côté. C'est eux qui ont payé le prix le plus fort. Et même s'il leur reste encore une première ligne de défense qui résiste, les lignes arrières ont été complètement détruites. Donc une fois que cette première ligne est passée, la voie est libre. L'opération Cobra est donc un succès, mais il a été obtenu au prix d'un très gros traumatisme. Les divisions blindées allemandes avaient été tellement bombardées que les soldats étaient encore abasourdis quand les Américains sont arrivés jusqu'à eux. En 2 jours, la percée avait eu lieu. Vu le manque de véhicules, de carburant et même de munitions, c'était impossible pour les Allemands d'organiser une défense ou même de s'enfuir devant cette charge de blindés si soudaine. En à peine quelques jours, des milliers d'Allemands sont faits prisonniers. Les forces du Reich viennent de subir l'une de leurs plus lourdes défaites depuis le début de la guerre. Face à la déroute, Hitler se rend à l'évidence. Il n'y aura sans doute pas d'autres débarquements. Il envoie enfin des divisions blindées en renfort depuis le Pas-de-Calais, 7 semaines après le débarquement du 6 juin. Un retard qui lui sera fatal.
28 juillet, la ville de Coutances tombe aux mains des Alliés. Le même jour, arrive sur le terrain un personnage qui va jouer un rôle clé dans la suite des combats, le général Patton. Célèbre pour ses faits d'armes en Afrique du Nord et en Sicile, Patton vient de prendre la tête de la 3e armée américaine. Sa mission, effectuer une percée vers le sud pour enfoncer définitivement les Allemands. Les Allemands craignaient Patton plus que n'importe qui. Il était particulièrement motivé par sa nouvelle mission, à savoir prendre la suite des opérations et diriger sa propre armée en Normandie. Patton, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui a un fort tempérament. Les choses rouges qu'on n'est pas non plus dans une armée figée. L'armée Patton, c'est une armée qui va avancer. En à peine 4 jours, les troupes de Patton vont reprendre une à une les villes du secteur situé entre Coutances et Avranches et progresser de plus de 50 km vers le sud à un rythme effréné, jamais atteint depuis le début de la bataille. Sur leur passage, des milliers de soldats allemands sont faits prisonniers. Ça a permis aux Américains de passer Avranches et de sortir de Normandie pour atteindre le nord de la Bretagne. Ça a été un écrasement spectaculaire des troupes allemandes en Normandie. Ça a vraiment été le début des combats pour libérer le reste de la France. Dans certaines villes, les libérateurs sont accueillis en héros. Mais partout règne la désolation. Bombardées par les Alliés ou incendiées par les Allemands, les villes sont en proie aux flammes. Alors que les habitants refont peu à peu surface, l'avancée des forces américaines se poursuit vers le sud. Le 31 juillet, le général Patton et ses troupes reprennent le pont de Pont-Aubeau qui franchit la Sélune au sud de la ville d'Avranches et qui permet aux Américains de continuer à progresser vers l'ouest de la France et vers la Bretagne. Le lendemain, les Américains entrent au Mont-Saint-Michel, déserté par l'occupant. La percée des hommes de Patton est un sérieux revers pour l'armée allemande, qui a subi de lourdes pertes en cette fin de mois de juillet. La situation des Allemands est critique. La logique voudrait qu'ils se retirent vers l'Est pour se sortir de là et aller combattre ailleurs. Mais on ne parle pas de logique quand on a affaire à Adolf Hitler. Hitler, à ce moment précis, perçoit cette énorme menace qui pèse sur ses positions en Normandie. Il sait que si Patton fait demi-tour vers Paris, toutes ses forces armées, toute sa défense risque de s'effondrer. Au lieu d'ordonner à ses troupes de se replier, Hitler décide de contre-attaquer. Son plan, envoyer ses blindés en direction de la ville de Mortain, autour de laquelle plusieurs unités américaines se rejoignent. L'objectif est de créer une brèche dans le dispositif allié et d'atteindre Avranches pour couper l'armée américaine en deux et reprendre le contrôle de la situation. Mais après 2 mois de combat, la supériorité militaire des forces alliées en Normandie ne fait plus aucun doute. Le plan d'Adolf Hitler semble quasi suicidaire. C'est un rêve complètement fou, au vu des forces aériennes des Alliés, mais surtout de l'état de ses troupes, de leur manque d'approvisionnement, et de la puissance de feu de la 1e et de la 3e armée américaine qui dépasse de très loin tout ce qu'il peut imaginer.
Mais Adolf Hitler n'est pas un individu rationnel. C'est même un joueur. Et il est prêt à tenter le coup si ça peut lui rapporter quelque chose. Sur le terrain, les généraux allemands sont obligés de préparer la contre-offensive. Les ordres d'Hitler étaient précis, et même si les commandants des unités blindées allemandes avaient exprimé des doutes, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de passer à l'attaque. Le 7 août 1944, les Allemands lancent la contre-attaque de Mortain. Nom de code, Opération Lüttich. Des colonnes de Panzer font route vers la ville et heurtent de plein fouet les unités de la 30e division d'infanterie américaine. Face aux puissants blindés allemands, les GI présents à Mortain résistent et parviennent à ralentir suffisamment la progression des troupes du Reich. Ils se sont battus et ils ont gagné du temps en attendant que la 4e, la 9e et la 1re division arrivent en renfort et que la force aérienne attaque violemment les forces blindées allemandes. En quelques jours, l'arrivée massive des renforts alliés repousse la contre-offensive allemande. L'opération Lüttich, imaginée par Adolf Hitler, est un échec total. Les Allemands ont perdu au minimum 50% de leurs troupes aux alentours de Mortain. C'était un vrai carnage. Les combats de Mortain affaiblissent encore plus les forces allemandes. Et alors qu'au sud de la Normandie, l'armée du Reich est exsangue, au nord, les Alliés, eux, continuent à acheminer de nouvelles unités pour renforcer leurs troupes. Alors que la bataille entre dans son 3e mois, une division française arrive depuis l'Angleterre. Début août, le général Leclerc et ses soldats de la 2e division blindée débarquent sur les plages de Normandie. 15 000 hommes, 5 000 véhicules, dont 400 blindés. La France entre dans le dispositif allié de la bataille. Leclerc et le premier échelon de la 2e DB débarquent donc à Saint-Martin-de-Varreville, donc sur Utah Beach, le 1er août 1944, avec pour mission de s'intégrer à l'armée Patton. L'armée de Leclerc, ce sont 15 000 hommes qui ont beaucoup combattu autour de leur chef, autour de Philippe Leclerc, dans le désert du Sahara et ensuite en Afrique du Nord, avant d'être renvoyés donc, en avril 1944 en Angleterre. C'est une mission symbolique, faire partie d'une armée française qui va débarquer avec les Américains, qui va concourir à la libération de la Normandie. C'est une armée très diversifiée, française, donc, qui débarque aux côtés des Américains. Et donc Leclerc et ses hommes sont très fiers d'avancer en même temps que cette armée américaine. Les hommes du général Leclerc sont envoyés vers la ville du Mans que les Américains viennent de reprendre aux mains des Allemands. Le 10 août, plus de 2 mois après le débarquement, la 2e division blindée du général Leclerc est envoyée au combat. Sa mission, se diriger vers le nord, là où les Alliés tentent d'encercler les forces allemandes qui essaient de fuir la Normandie. La 2e DB parvient à libérer les villes de Mézières-sur-Ponthoin, Lucé, Doucel, Fier, Bourg-le-Roi, Champfleur. Et en 2 jours, elle arrive aux portes d'Alençon. Le 12 août, le général Leclerc est sur le pont Neuf qui enjambe la Sarthe. Les blindés français traversent triomphalement la ville. Alençon, ça va vraiment être la première libération d'une ville en France occupée par une division française.
Le coup de force de Leclerc sur Alençon, ça correspond à cette volonté de Leclerc, portée par son chef, par le général de Gaulle, de montrer effectivement que les Français sont là, dans la bataille. C'est une bataille et une victoire française, purement française. À la mi-août, les forces allemandes sont en déroute. Le 15 août 1944, Hitler jette l'éponge et ordonne à ses troupes de fuir la Normandie. Mais l'armée du Reich est coupée en deux. Après leur échec à Mortain, lors de l'opération Lüttich, des milliers de soldats allemands se replient vers l'est. Au sud de Caen, le reste des troupes tente encore de contenir l'avancée des Anglais et des Canadiens vers la ville de Falaise. L'opération Lüttich était un pari désespéré. Les Allemands étaient en train de perdre la bataille et ils se sont jetés dans la gueule du loup. Ceux qui avaient survécu se sont retrouvés encerclés par les Anglais et les Canadiens qui arrivaient au nord, depuis Falaise, et les Américains depuis le sud. Tout était réuni pour que ces forces allemandes soient anéanties. Venus de l'ouest, les Américains avancent à vive allure en direction d'Argentan pour faire la jonction avec les forces anglaises, françaises et canadiennes. Village après village, ils reprennent une à une les positions occupées par l'ennemi. Les secteurs dans lesquels les troupes allemandes tentent encore de résister sont pulvérisés. Le petit village de Rann, tenu par la Wehrmacht et une unité SS, est réduit en miettes. Des dizaines de civils sont tués. Mais pour les Alliés, l'heure n'est plus aux états d'âme. Il faut continuer à harceler sans cesse les derniers soldats allemands présents en Normandie. Le général Bradley, qui commande les forces américaines, et le général Montgomery, qui commande les forces anglo-canadiennes, tentent de coordonner le mouvement de leurs troupes. À l'ouest, les Américains avancent vers la Seine. Au nord, les Anglais et les Canadiens accentuent leur pression vers Falaise. Au sud, les Français de la 2e DB et les Américains remontent vers Argentan. Entre les villes de Falaise et Chambois, se forme une poche à l'intérieur de laquelle près de 100 000 soldats allemands sont piégés. Si les Alliés parviennent à refermer la poche sur son flanc est, ils leur couperont toute possibilité de fuite. Bradley disait « Jamais un général n'aura une telle opportunité de fermer cette poche et de les enfermer à l'intérieur. » Il voulait que tous les soldats qui restaient de la 7e et de la 5e armée de Panzer soient capturés avec tous leurs véhicules. La bataille de Normandie s'était déroulée jusque-là sur des centaines de kilomètres carrés. Et là, elle semblait se focaliser sur cette simple poche de Falaise. Et ce champ de bataille gigantesque se trouvait soudain réduit à une zone minuscule mais meurtrière. Pour affaiblir au maximum les dernières défenses de l'ennemi, l'aviation alliée pilonne sans relâche les positions allemandes. Sur le terrain, les combats sont d'une violence inouïe. Au nord, les troupes canadiennes et polonaises ont pour mission de reprendre les dernières villes qui restent encore aux mains des Allemands pour sceller définitivement la poche de Falaise. Ils se retrouvaient face à des Allemands dans toutes les villes, tous les villages, et tombaient partout dans des embuscades. C'étaient des combats très durs. Falaise est repris le 17 août par les Canadiens. Train le 18. Peu à peu, l'étau se resserre sur les Allemands, qui n'ont plus qu'un couloir d'à peine 7 km de large pour fuir vers l'est. Il sera baptisé le couloir de la mort.
Le massacre dans la poche de Falaise a été épouvantable. Les bombardiers arrivaient de partout. Les convois allemands, qu'il s'agisse d'hôpitaux de campagne ou d'armement, étaient mitraillés sans discontinuer. L'odeur des corps est restée pendant des semaines après ça. C'était presque comme du tir au pigeon. Le 19 août, les Allemands sont à l'agonie. Mais des troupes venues en renfort à l'est permettent encore à des soldats de fuir par le couloir de la mort. Les Canadiens tentent de refermer la poche de Falaise le plus vite possible. La bataille cruciale pour les Canadiens a eu lieu à Saint-Lambert. Le régiment d'Alberta du Sud, un régiment de blindés, était commandé par le major David Curry. Il était à la tête d'un groupe mixte de chars et d'infanterie. Ils ont réussi à reprendre le village de Saint-Lambert et à le tenir seul du 18 au 21 août, en se battant pendant 40 heures d'affilée. Ils ont tué des centaines d'Allemands, en ont blessé environ 500 et fait prisonnier plus de 2000. À partir de ce moment-là, les Allemands étaient à l'agonie. Tout ça se passait dans les derniers villages situés au nord de la poche par lesquels les Allemands pouvaient encore s'enfuir. Et il y a eu une série de batailles dans ce secteur quand les Allemands cherchaient à franchir ce passage, se faisant massacrer par les frappes aériennes et l'artillerie dans une tentative désespérée de fuite. Le 21 août, la poche de Falaise s'est définitivement refermée la veille à Chambois, où les troupes américaines ont fait la jonction avec les troupes polonaises. Des dizaines de milliers d'Allemands sont faits prisonniers. Et des milliers de morts jonchent le sol. La bataille sera plus tard baptisée par certains le Stalingrad de la Normandie. Il y avait des milliers de morts, des hommes ou des animaux, éparpillés dans toute la zone. Eisenhower se rendra sur place plus tard et dira qu'il était impossible de traverser le champ de bataille sans marcher sur autre chose que des morts. Imaginez la puanteur dans la chaleur de l'été en Normandie, la destruction de tous ces véhicules, ces champs cultivés, ces haies, ces maisons, mais aussi la destruction de toutes ces divisions allemandes et le désastre qu'elles avaient subi. Au milieu de la victoire des Alliés, et c'était clairement une victoire le 21 août, il y a cet immense carnage et tous ces morts. Les morts du côté des forces allemandes, du côté des Alliés, du côté des civils. Et tout ça sur un espace très réduit. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui cette poche de Falaise jonchée de corps et de soldats blessés qui hurlaient. Mais c'était le prix de la victoire. Dans la ville d'Argentan, libérée la veille par la 80e division d'infanterie américaine, les caméras immortalisent la rencontre entre les soldats et le maire de la ville. Au milieu des ruines, quelques civils osent enfin sortir de leurs abris. La bataille de Falaise-Chambois sera la dernière de ces 3 mois de combat en Normandie. Côté allié, 220 000 soldats ont été tués ou blessés et 20 000 civils ont trouvé la mort. Côté allemand, l'armée du Reich a perdu plus de 200 000 hommes et 200 000 autres ont été faits prisonniers. En moyenne, un bataillon et demi était anéanti chaque semaine. Dans la plupart des cas, une division ne survivait pas plus de 2 semaines.
Ça montre à quel point la bataille de Normandie, avec une telle destruction des forces allemandes, a contribué à la victoire finale des Alliés. En cette fin du mois d'août, des hordes de soldats et de véhicules débarquent à Cherbourg et font route vers l'est de la France pour décimer les restes de l'armée du Reich. Alors que les dernières grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale auront lieu en Belgique, en Hollande ou en Allemagne, la Normandie, elle, doit commencer à se reconstruire. À la fin du mois d'août, la Normandie est libérée, mais aussi partiellement détruite. Donc la Normandie devient le premier endroit d'Europe de l'Ouest dans lequel les Alliés et le gouvernement du général de Gaulle vont devoir imaginer leur futur politique. Et la reconstruction dans tout ça, qui va payer et comment procéder? La Normandie va donner le ton pour les autres régions de France et d'Europe que les armées devront reconstruire. Tout le monde connaît le débarquement du 6 juin. Mais peu de gens savent ce qui s'est passé en juin, en juillet et en août, et comment la bataille de Normandie s'est vraiment terminée. Mais on peut y voir une sorte de métaphore de toute la guerre, qui a vu des armées s'affronter, des civils pris pour cible et tués par millions. Une sauvagerie inédite. Et aujourd'hui encore, il nous reste du travail à faire sur ces batailles, sur cette guerre, pour essayer de la décrypter, de lui donner un sens, pour essayer de comprendre les ruines de la Normandie il y a 75 ans. À peine une cinquantaine de caméramans ont couvert sans relâche chaque journée de cette bataille qui a marqué l'histoire. Ils ont laissé derrière eux des centaines d'heures d'images, dont certaines ont refait surface plusieurs décennies plus tard. Elles resteront, pour les générations futures, les derniers témoins de ces 85 jours d'enfer en Normandie.